Oui, bonjour à tous. Merci Caroline, merci Frédéric, et merci à l'association SOS Glovi pour m'avoir invité à vous en parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient beaucoup au cœur ici dans notre centre. Je vous allais faire partager aujourd'hui justement la discussion qu'on a hebdomadaire avec mon groupe ici des recherches cliniques. On travaille euh, quotidien avec l'équipe des professeurs Bartolucci et professeur Galacteros. Donc, il s'agit de vous dévoiler un peu quelles sont les nouvelles stratégies thérapeutiques, euh, ainsi que les protocoles en cours pour les syndromes drépanocytaires. Donc, je vous montre un peu l'avant-propos. Vous connaissez très bien qu'effectivement, il y a eu une amélioration depuis déjà des décennies concernant la prise en charge, notamment avec les dépistages néonatals, avec l'arrivée des transfusions d'hydroxycarbamide et l'amélioration de la prise en charge des atteintes notamment neurologiques. Euh, et donc, l'amélioration a permis une augmentation de l'espérance de vie de nos patients, mais toujours avec un écart qui persiste par rapport à la population générale. Et justement, cette diapositive représente un peu nos quotidiens avec les patients drépanocytaires adultes dans nos centres, c'est-à-dire les causes de morbi-mortalité, parce que c'est quand même un sujet aujourd'hui qui est en train de changement par rapport à les paradigmes qu'on connaissait depuis des années, c'est-à-dire que les morbi-mortalité, les causes des décès de nos patients drépanocytaires à l'âge adulte, ils sont aujourd'hui partagés pas uniquement par des événements graves d'une crise vaso-occlusive en syndrome thoracique, mais aussi des atteintes d'organes. Donc, il y a notamment la néphropathie, la cardiopathie, les problèmes des cœurs, les problèmes des reins et les AVC. Donc, vous voyez qu'il y a donc un partage à peu près à 50-50% entre les événements graves d'une vaso-occlusion, d'une crise vaso-occlusive dans un thoracique, mais aussi la place qui commence à être assez prédominant dès les atteintes d'organes. Si je vous parle de ça, c'est parce que le but en tant que médecin, c'est de se trouver à répondre aux demandes des patients, d'arriver à contrôler la maladie sur des critères qu'on va tenir aujourd'hui des sévérités ou évolutivité. Qui dit sévère dit une maladie qui s'exprime souvent sur des événements d'hospitalisation d'une crise vaso-occlusive douloureuse osseuse, une CVO, un syndrome thoracique, ou même une crise vaso-occlusive qui peut arriver aussi, vous connaissez aussi parfaitement des atteintes qui peuvent arriver aussi au niveau hépatique de la rate ou même les priapismes. Donc, en termes de sévérité, on va se référer à la vaso-occlusion. En termes d'évolutivité, c'est un terme qui nous, on va dessiner à l'atteinte d'organes. Je vous ai dévoilé déjà un peu, surtout ceux qui sont les plus importants et pour lesquels on a de plus en plus des outils d'évaluation. Donc, les reins, les cerveaux, les cœurs, et sont principalement les trois atteintes d'organes pour lesquelles on va parler d'évolutivité. Jusqu'à il y a très peu de temps, on avait effectivement l'hydroxyurée, hydroxycarbamine, cyclose, hydréa, pour lesquels on essayait d'avoir une dose maximale pour arriver à un contrôle de la maladie, pour arriver à cette grêle des patients dont la maladie est non sévère ou non évolutive. Néanmoins, la maladie, malgré tout, peut effectivement ne pas répondre aux stratégies de traitement proposées et jusqu'à très peu, on parlait uniquement d'hydroxyurée. Et c'est là où, sur critères de sévérité ou sur critères d'évolutivité, il y a notamment des options de traitement. D'une part, l'option des guérissons, qui on en parlera tout à l'heure, concernant la greffe intrafamiliaire des moelles, anciennement dit moelle, aujourd'hui on parle carrément des cellules souches hématopoïétiques. Pour ceux qui ont des donneurs intrafamiliaires dites identiques, 100% identiques, mais aussi pour les options alternatives sur une intensification des traitements en absence des donneurs, on en parlera de la thérapie génique et de la greffe haploidentique.
Mais finalement, ce n'est pas si simple que ça, même si on essaie de schématiser, de systématiser, résumer dans une diapositive un peu les bouts médicales. C'est pas si simple que ça parce qu'il y a tout un panoplie de médicaments qui ont arrivé, tout un arsenal thérapeutique en cours de se former pour nous en tant que médecins, qu'il va falloir savoir quelle est la place pour chaque médicament, quelle est la place en association avec des anciens médicaments et surtout à quel moment le proposer sur le parcours de nos patients. Donc, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait au niveau hôpital sur les nouveaux médicaments qui sont déjà arrivés et même aussi sur ceux qui sont en cours d'essais cliniques. Je vous avais parlé d'abord des stratégies de traitement sur les phénomènes de vasocclusion, c'est-à-dire on va essayer de parler dans ces premiers diapos sur la prévention des crises, mais dans les crises, dans les sens larges, on va essayer donc pas uniquement centrer la crise vasoclusive osseuse, il y a aussi donc le syndrome thoracique, les priapismes et les crises vasoclusives hépatiques ou spléniques. Et donc pour cette volet de prévention des crises, il y a une axe de travail, c'est sur l'amélioration de l'oxydation, des phénomènes d'oxydation des nos globules rouges drépanocytaires, et ça passe par un médicament que vous avez déjà entendu parler depuis au moins 2 ou 3 ans, c'est la glutamine. Donc la glutamine, il y a eu une étude qui a permis de montrer son efficacité avec quelques critiques, notamment de méthodologie, mais néanmoins, c'est un médicament qui a permis de montrer la réduction de l'incidence des crises vasoclusives, la réduction des hospitalisations et des diminutions de l'incidence des syndromes thoraciques. Donc, actuellement en France, on a accès à ces médicaments depuis 2019 sur la demande des ATU, d'utilisation temporaire. Donc, il est tout à fait possible de prescrire ce médicament pour l'adulte et pour les enfants de plus de 5 ans. C'est quand même un médicament qui est depuis au moins 1 an, on utilise à Mondor et encore une fois, soit en association avec isoxuré, avec cyclose ou hydrea, soit en monothérapie. Et il y a un échantillon de ces patients traités, une vingtaine d'entre eux, pour lesquels il y a des données qu'on a collectées et qu'on va fournir à l'Agence nationale de sécurité des médicaments pour appuyer la demande d'ATU de ces médicaments. Donc, voici un des nouveaux stratégies thérapeutiques qui est déjà sur nos marchés et sous l'arsenal à disposition des médecins. Donc, il faut expliquer effectivement aux patients que c'est un médicament qui est oral, médicament qui est quotidien. Il s'agit des sachets qui se prend à 2 reprises matin et soir dans la journée et qui est des délivrances hospitalières. On ne le récupère pas en pharmacie des villes, c'est par prescription grâce à un ATU, mais en délivrance hospitalière. Toujours sur les volets des préventions des crises, des vasocclusions, dans les sens larges, comme on essaye de voir les choses, on va parler d'une autre molécule et qui va interagir pas sur l'intérieur de globules rouges avec les phénomènes d'oxydation comme on a vu pour la glutamine, mais par les interactions des globules rouges avec des autres éléments qui circulent dans le sang, notamment l'interaction avec les plaquettes, l'interaction avec les globules blancs et l'interaction avec la paroi vasculaire. Donc, il y a toute une famille de médicaments qui vont essayer d'inhiber, de bloquer des molécules qui participent à cette interaction, à cette adhérence qui est pathologique dans la drépanocytose et qui provoque ce phénomène d'occlusion. Et donc, c'est une cible thérapeutique qu'on va appeler la molécule de PET-sélectine. Donc, pour la PET-sélectine, il y a 2 médicaments actuellement qui sont sur disponibilité. C'est le crizanlizumab dont on va parler parce que ça fait partie
le premier patient, des premiers traitements dont on a eu l'autorisation de mise sur le marché depuis l'autorisation du Doxuré. Donc, c'est l'écrinizumab. Et l'autre médicament, il s'agit par contre d'un médicament que vous allez voir sous la forme des essais cliniques. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore accès direct au médicament par les autorités sanitaires, mais par contre, on aura accès en forme d'essais cliniques pour valider l'efficacité de ces traitements et vous allez voir quelles sont les modalités d'accès dans notre hôpital. Donc, si on a parlé tout à l'heure pour la glutamine de l'étude qui avait permis de prescrire glutamine parce qu'il y a eu une efficacité. Pour les crizanlizumab, les premiers des molécules anti-P-sélectine, effectivement, il y a eu aussi un essai clinique qui avait permis de montrer l'amélioration en termes d'incidence, de diminution d'incidence des crises vaso-occlusives et pour lesquelles cette étude, les résultats, ils ont été assez analysés pour permettre que la HAS, la Haute Autorité de Santé, puisse donner un avis favorable pour l'autorisation de mise sur le marché. C'est une autorisation qui va être aussi conditionné par un budget dédié à ces médicaments, un budget intra-hospitalier pour lesquels il va falloir que chaque hôpital, effectivement, puisse voir quelles sont les disponibilités, les possibilités d'accès à ces médicaments qui a eu l'AMM. Donc, crizanlizumab, c'est un médicament intraveineux. C'est un médicament qui, contrairement à un traitement quotidien pour lequel les patients des parasitaires sont habitués, c'est un traitement mensuel, donc une fois par mois, perfusé à l'hôpital. Et donc, il y a eu une demande justement de la Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, de fournir plus de données concernant crizanlizumab pour appuyer la demande et l'utilisation sur AMM. Cette donnée, ils vont être fournies d'une part sur l'essai clinique que je vous montre dans cette diapositive. C'est un essai clinique qui est déjà fini en termes des inclusions. Les analyses sont en cours. Et c'est un essai clinique qui cherche à voir si la dose qu'on a actée de crizanlizumab actuellement, que c'est 5 mg kg, est-ce qu'il y a une dose supérieure justement de 7,5 mg par kilo qui pourrait être plus efficace. Donc, on verra justement les résultats de cette étude pour voir si on pourra prescrire différemment le crizanlizumab qu'actuellement on le fait après l'autorisation de mise sur le marché. Donc, crizanlizumab, premier anticorps autorisé, mis sous marché grâce à l'étude que je vous ai montrée et avec des données en cours pour une deuxième étude. Inclacumab, c'est donc une deuxième molécule qui va agir aussi sur les interactions entre les globules rouges, les plaquettes et la paroi vasculaire sur ces groupes de molécules qu'on appelle les P-sélectines. Donc, l'équipe de GBT, il propose donc 2 essais cliniques actuellement. Donc, qui dit essai clinique parle donc d'un traitement qui va être contrôlé contre placebo sur un phase 3 pour lesquels notre centre est ouvert. Et vous avez donc pour la même molécule 2 schémas différents d'études parce qu'on va essayer de voir aussi l'efficacité à long cours de traitement, c'est-à-dire de voir quelle est l'incidence des crises. Et encore une fois, crise vaso-occlusive dans un sens large. Je vous ai détaillé que ça va être des crises vaso-occlusives, des syndromes thoraciques, des séquestrations hépatospléniques et des priapismes. C'est qu'on va essayer de voir s'il y a une diminution des événements grâce aux médicaments. Et sur ces premiers essais cliniques, les formats, c'est un format des infusions trimestrielles, donc 4 perfusions dans l'année, pour voir s'il y a une efficacité de la prévention des crises. Et c'est un médicament qui, cet essai clinique permettra à la fin d'1 an d'évaluation, avoir accès direct au traitement par les patients qui ont participé à l'étude. Donc, vous avez les critères d'inclusion sont pour des patients de plus de 16 ans et avec des phénotypes assez divers parce qu'il y en a classiquement les SS et les S-bêta-sérums, mais aussi les S-bêta+, et les SC qui rempliraient le critère d'avoir entre 2 et 10 hospitalisations par an concernant des crises.
Et le 12e protocole proposé par GBT avec la même molécule, par contre, c'est au moment d'une hospitalisation, au moment d'une crise, faire une seule dose des médicaments pour voir quelle est l'efficacité sur l'incidence des réadmissions à l'hôpital pour la crise vaso-occlusive. Et effectivement, c'est un essai clinique qui, pareil, sera contrôlé contre placebo, mais qui sera, comme l'autre essai clinique, une porte ouverte aux médicaments de l'étude une fois que les périodes d'analyse est finie. Donc, on a vu 3 volets d'action des nouvelles molécules, l'oxydation pour la glutamine, l'adhérence des P-sélectine pour les crinzalizumab et l'inclacumab, et une 3e volet d'action pour les nouvelles molécules pour la prévention des crises, c'est les crovalimab. C'est un médicament qui va essayer d'inhiber une voie qu'on appelle la voie des compléments qui participe sur le mécanisme de la vaso-occlusion, de la crise vaso-occlusive. C'est des signatures inflammatoires. On a bien identifié quels sont les éléments qui participent. Donc, on a imaginé, on a créé une molécule qui va bloquer cette voie d'inflammation. Et donc, Roche nous propose une molécule qui a été déjà utilisée précédemment dans une maladie qui provoque aussi des anémies hémolytiques avec une signature identique d'inflammation par la voie des compléments, c'est les crovalimab. Et donc, je vous ai montré ici, effectivement, qui a été utilisé dans la hémoglobinurie paroxystique nocturne avec 2 essais cliniques. Et donc, on va adapter la molécule déjà utilisée pour ces essais cliniques pour la drépanocytose, avec, comme GBT, la molécule antérieure, 2 types d'essais cliniques. Un qui va être fait au moment de la crise, et c'est donc un médicament perfusé par la veine. Il ne s'agit pas d'être médicament oral. Tous les 2 nouveaux médicaments que je vous ai présentés sont des médicaments perfusés. Donc, celui de Roche, aujourd'hui, il a un schéma à perfuser au moment de la crise contrôlée contre placebo. Et exactement comme l'autre molécule, une autre essai clinique pour valider les traitements à long cours. Dans des perfusions que pour la première fois, on a la possibilité de faire des traitements sous-cutanés. Donc, il y a la semaine 1, à la semaine 2, à la semaine 3, à la semaine 4, donc 4 perfusions, dont la première, effectivement, c'est par la veine, mais les autres 3 sont sous-cutanées. J'ai fait les remarques parce qu'on connaît tous bien qu'il est le capital veineux de nos patients drépanocytaires, et une option sous-cutanée, c'est quand même très bien d'entendre qu'on a ce type d'approche concernant parfois l'impossibilité d'inclure des patients compte tenu d'un capital veineux pauvre. Mais enfin, on a un essai clinique qui permettra d'évaluer un médicament en injection sous-cutanée pour la prévention des crises. Donc, pareil, un essai clinique contrôlé contre placebo, et comme pour les autres essais cliniques présentés précédemment, il y aura une phase ouverte des options à médicaments, une fois que l'analyse et l'étude a fini. Enfin, toujours pour la prévention des événements vaso-occlusifs, des crises vaso-occlusives osseuses, des syndromes thoraciques, des priapismes, de la crise hépatosplénique, il y a un volet d'action qui va agir sur ce qu'on appelle les stocks énergétiques de nos globules rouges. C'est un stock énergétique qui va passer par des agonistes, un médicament qui va agir sur la pyroadkinase, une enzyme qu'on connaît très bien en Rimondor et dans des centres qui s'occupent des anémies hémolytiques, parce qu'il s'agit d'une anémie hémolytique héréditaire pour lesquelles les médicaments qui ont été montrés positifs dans les études à laquelle on a participé, on va l'appliquer à la drépanocytose parce qu'effectivement, il y a des essais en cours, et notamment l'équipe de Forma, qui sont déjà des données assez fortes sur des diminutions des paramètres d'hémolyse, avec augmentation de taux d'hémoglobine et avec une hypothèse d'amélioration des crises vaso-occlusives pour ce médicament qui, contrairement aux médicaments que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est un médicament oral, pérose, quotidien, pour lesquels nous, on est centre ouvert. Et comme pour les autres études, je répète,
C'est une étude qui permettra à la fin de l'analyse avoir accès aux médicaments pour les patients ayant participé à l'étude. Donc voici les critères d'inclusion. C'est des patients qui vont être inclus entre les âges de 12 ans et 65 ans, avec entre 2 et 10 crises hospitalisées par an. Et il y aura donc une phase d'étude où ni les patients ni les médecins ne sauront pas si c'est le médicament ou c'est le placebo. Et tout de suite après, effectivement, en phase ouverte qui permettra d'avoir accès direct aux médicaments pour les patients participants. Donc, tout ça, c'est un peu les 4 volets des molécules avec des actions différentes et qui sont soit en cours, parce qu'on a déjà, heureusement, la possibilité d'utiliser soit sous forme d'ATU comme la glutamine, soit sous autorisation de mise sur le marché comme les crizanlizumab. Mais vous avez vu effectivement qu'il y a des nouvelles molécules sur des effets, sur les formes d'essais cliniques, on pourra proposer à notre patient drépanocytaire. Si on sort de la crise vaso-occlusive comme argument de cibler les nouvelles traitements et on rentre dans l'atteinte d'organes, il faut donc souvenir ces premiers diapositives sur la mortalité de nos patients drépanocytaires à cause des aggravations des organes, notamment la néphropathie, la cardiopathie, la vasculopathie cérébrale. Donc, il y a effectivement des molécules qui ont été arrivées et des molécules qui vont arriver sur les formes d'essais cliniques qui ciblent donc probablement l'amélioration des atteintes d'organes. Et donc, si on parle de la néphropathie, donc l'atteinte rénale drépanocytaire, il y a actuellement une étude en cours avec hydroxurée, que vous connaissez très bien, les cycloses pour lesquelles cette molécule a été depuis 30 ans proposée pour la prévention des crises vaso-occlusives, mais pour l'atteinte d'organes, notamment la néphropathie, cette étude permettra pour des patients qui n'ont pas des traitements de fond, parce qu'il n'y avait pas de critères d'introduire typiquement des patients sans avoir des crises hospitalisées, mais dans le cadre d'une surveillance d'organes, l'atteinte rénale va être ciblée pour ces cliniques pendant 6 mois après la prise des cycloses, comme on fait actuellement pour la drépanocytose dans les cas des vaso-occlusions, de prévention des crises vaso-occlusives. Donc, c'est un traitement quotidien en comprimé et à évaluer pendant 6 mois contre placebo pour voir s'il y a une amélioration de l'atteinte rénale. C'est une étude qui a été montée suite à justement la publication d'une soixantaine de patients traités avec les mêmes profils, des patients avec une atteinte rénale existante, sans cyclose, et que la mise en place pendant 6 mois de traitement avait permis de démontrer qu'il y avait une diminution de la microalbuminurie, et c'est la signature de l'atteinte rénale au tout début des patients drépanocytaires. Si on reste sous les reins, il y a eu une étude qui malheureusement a été fermée actuellement en termes des inclusions, une étude toujours pour crizanlizumab qu'on a discuté tout à l'heure concernant la prévention des crises, mais cette étude a été dessinée pas pour la prévention d'une crise vaso-occlusive, mais pour la prévention d'une atteinte rénale, ou l'amélioration d'une atteinte rénale des patients qui étaient inclus avec des arguments déjà de néphropathie existants en étant ou pas sous cyclose avec des traitements qu'on appelle même néphroprotecteurs. Donc, cette étude a été déjà fermée. On verra quelles sont les conclusions pour les médicaments de crizanlizumab pour la prévention rénale. Si on voit des atteintes à multiples niveaux, pas uniquement la néphropathie, mais la cardiopathie ou la vasculopathie cérébrale, je dois vous parler aujourd'hui de voxelotor, car les voxelotor, ça a été les médicaments conçus pour améliorer les taux d'hémoglobine des patients drépanocytaires. C'est un traitement oral, c'est un traitement qu'aujourd'hui, on sait qu'on va empêcher à l'hémoglobine de faire éclater les globules rouges en circulation. Donc, c'est pourquoi l'hémoglobine, finalement, il monte. Il y a eu une étude que vous connaissez
et qui avait permis justement de montrer cette amélioration de taux d'hémoglobine, mais avec des questions majeures sur l'impact au niveau des organes. Est-ce que l'augmentation d'hémoglobine il va avoir un effet positif, comme nous on pense, au niveau des organes? Et c'est pour ça qu'actuellement, les médicaments de voxelotor, il est possible d'y accéder via un ATU, demande d'ATU, comme pour la glutamine, en association avec l'hydroxyure, avec cyclosa. Et depuis juin 2021. Cet médicament, pour l'instant, l'argument, c'est une amélioration de la tolérance des efforts, de l'essoufflement, des taux d'hémoglobine de nos patients. Mais nous, on a donc monté une étude à Mondor pour lesquelles on pense inclure une trentaine de patients. Il s'appelle HémoProve, qui on va donc évaluer les cerveaux, les cœurs et les reins sur la prise des voxelotor. Il y aura pour cette étude HémoProve des analyses très poussées des marqueurs d'hémolyse. Il y aura des analyses comme on fait aujourd'hui dans les soins courants de nos patients avec des atteintes cérébrales. On fera des analyses pendant la prise des voxelotor sur le cerveau, sur les reins, avec tous les savoir-faire grâce au travail avec nos néphrologues et aussi sur les cœurs. Donc, l'étude est en cours. On vous donnera plus des résultats dès que les analyses sont faites pour appuyer une demande d'un nouveau médicament pour l'atteinte d'organes. Toujours restant sur la protection des organes, il y a une étude aussi pour laquelle Clément Bicêtre et Mondor ils vont participer. C'est pour des atteintes persistantes des cœurs et des reins ou des reins pour savoir quelle est la place de la transfusion. Nous, médecins, souvent, on a tendance à démarrer un programme de transfusion dès qu'il y a une atteinte rénale très évoluée ou une atteinte cardiaque. Et donc, cette étude qui s'appelait SCD-CARE permettra à voir quelle est la vraie place de la transfusion, car c'est une indication qui se base probablement dans l'expérience de médecins, mais pas sur des études qui ont permis de comparer des patients avec la même atteinte, transfusés ou pas transfusés. Donc, le but de cette étude sera de voir quelle est la vraie place de la transfusion. Nous, médecins transfuseurs, qu'on utilise justement des dispositifs comme l'érythrophérèse que vous connaissez surtout, on se pose la question de savoir quel est les taux de transfusion de masse sanguine à transfuser pour arriver à diminuer les taux d'hémoglobine drépanocytaire. Actuellement, il y a donc une étude en cours qui est donc coordonnée par l'équipe de l'EFS et qui cherche à utiliser un algorithme, c'est l'étude AlgoDrep, un algorithme décisionnel pour savoir combien de sang on doit transfuser pour arriver à des cibles d'hémoglobine drépanocytaire en fin de transfusion qui soient protectrices. Donc ça, actuellement, c'est une étude qui est en cours avec beaucoup de centres dans la France et on pourra effectivement améliorer nos pratiques de transfusion. Enfin, sur la vasculopathie cérébrale, il y a l'équipe de l'intercommunalité de Créteil avec Françoise Bernardin qui récupère une cohorte à 10 ans d'évaluation des atteintes drépanocytaires cérébrales, des vasculopathies cérébrales qui ont eu des greffes des moelles et des autres qui n'ont pas eu de la greffe. Et donc, ces deux groupes de patients ils vont être vus à 10 ans. Et pour finir, je voulais vous montrer aussi quelles sont les avancées dans les stratégies de guérison. Vous vous souvenez de cette première diapositive que je vous ai montrée, c'est-à-dire qu'au moment où la maladie est considérée sévère ou évolutive, malgré des traitements médicaux qu'on a essayé de dévoiler dans tous ces panoplies des nouveaux traitements et des essais thérapeutiques, effectivement, l'option d'un traitement de guérison par greffe des cellules souches ou des alternatives d'essayer d'arriver à cet objectif, ils sont sur la table. Pour la greffe, chez notamment l'adulte, quand il y a un donneur intrafamiliaire 100% identique, il y a tout un changement de paradigme concernant la toxicité de tout ce qui est considéré comme les conditionnements. L'ancien chimiothérapie qui est proposée pour que les corps ils soient prêts à accepter les dons de moelle, des cellules souches,
et donc, il y a des conditionnements avec une toxicité réduite. Donc, on ne parle plus donc des chimiothérapies, on parle des thérapies ciblées, des immunothérapies qui vont essayer de diminuer la virulence des systèmes immunitaires de patients pour qu'ils puissent accepter la greffe en absence de chimiothérapie. Et donc, il y a une étude en cours par l'équipe des Saint-Louis qui en participe, où on utilise cette façon de réaliser la greffe et qui est actuellement c'est qu'on propose à tout patient adulte avec un donneur compatible 100% intrafamiliaire de la fratrie. En absence de donneurs intrafamiliaires compatibles 100%, il y a des options de greffe des cellules souches que vous connaissez sur les mots A plus identiques, pour lesquels effectivement il y a aussi une étude qui a été amenée par l'équipe de Saint-Louis pour voir quels sont les résultats. On aura probablement bientôt les retours d'expérience avec par contre un schéma effectivement plus agressif en termes de conditionnement. On est toujours sur la chimiothérapie avec des conditionnements assez importants concernant la greffe des cellules souches pour des donneurs non 100% identiques en aplo. Et en thérapie génique, je voulais simplement faire un avant-propos parce qu'il y a d'autres choses qui vont permettre aujourd'hui de vous montrer quelles sont les possibilités des proposés et surtout quels sont les différents types de thérapie génique. La thérapie génique, c'est, vous avez compris, les concepts d'une greffe d'un donneur vers un receveur concernant la cellule souche, concernant la moelle. La thérapie génique, c'est donc la modification de la moelle de nos patients, de la cellule souche de nos patients, sans avoir un don, sans avoir un don d'un membre de la famille. Donc, c'est ce qu'on appelle un autogreffe. Et donc, pour voir quels sont les axes de travail de la thérapie génique, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que nous, on travaille sur soit une synthèse d'hémoglobine, c'est-à-dire on va donner des consignes à la moelle modifiée pour produire une hémoglobine nouvelle, ce qu'on appelle une hémoglobine thérapeutique, ou on va donner des consignes à la moelle de notre patient pour qu'ils produisent en proportion majeure, massive, de l'hémoglobine fétale, une hémoglobine qu'on a tous, mais qui à la naissance va commencer à disparaître et qui a moins de 1% de circulation. Mais c'est une hémoglobine qui agit comme antipolymérisante, en effet, contre la drépanocytose, donc contre les globules rouges drépanocytaires. À l'intérieur de l'hémoglobine drépanocytaire, il y a un effet antipolymérisante et permet aussi une diminution de la concentration d'hémoglobine drépano. Donc, pour ça, il y a eu un essai clinique actuellement en Necker qui les fermetures des inclusions sont déjà depuis au moins 3 mois avec une forme donc de thérapie génique qui permet de créer une hémoglobine thérapeutique, ce qu'on appelle les additions. Et les futurs proches, d'ici je pense à les mois à venir, ça passe donc par ces techniques de faire monter l'hémoglobine fétale de la moelle de notre patient grâce à une technique qu'on appelle d'édition génétique. Donc il ne s'agit pas de dire à la moelle de notre patient de produire une hémoglobine parallèle, mais de produire de l'hémoglobine fétale. Donc je vous remercie pour votre attention. Je sais que c'est beaucoup des données que je vous ai transmises, mais je voulais aussi, dans ces peu de temps accordé, vous montrer une photo de quelle est aujourd'hui l'explosion, parce qu'on peut le dire comme ça, c'est une véritable arrivée des options thérapeutiques et il va falloir, comme je vous disais tout d'abord, savoir quelle est la place pour chaque médicament et quel est le moment de proposer dans les parcours de nos patients. Je vous remercie pour votre attention.